Bonjour Samir Bouzidi, merci d'être venu nous rendre visite au studio de Financial Afrique ici à Dakar et j'espère que vous vous y plaisez à Dakar et que vous regardez l'Afrique un peu depuis la capitale de l'ex-Afrique occidentale française avec, j'imagine, beaucoup d'optimisme. Oui, merci déjà à toi, Adama, et c'est toujours un plaisir. Merci à toute l'équipe de Financial Afrique. Moi, c'est toujours un plaisir de revenir à Dakar. Alors, je ne parle pas forcément d'optimisme, on va dire de pragmatisme, mais effectivement, hein, il y a beaucoup de choses à faire, malgré les événements, il y a un potentiel, etc. Je crois qu'on va avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Effectivement. Alors, vous avez vu ces images choc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en feu suite aux manifestations qui ont suivi le verdict, le prononcé du verdict condamnant en opposant en l'occurrence Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans l'affaire l'opposant à une Sénégalaise du nom de Adji Sarr. Samir, qu'est-ce qui vous inspire ces événements finalement? Je ne vais pas vraiment trop rentrer dans l'aspect politique. Ça m'inspire effectivement un énorme gâchis. Hein. Je crois que c'est la première réaction, parce que ce Sénégal que j'aime tant et que je connais depuis 20-25 ans, je le vois évoluer positivement et c'est des événements comme ceux-là qu'on ressent un peu comme des coups d'arrêt, comme on ressent comme des coups d'arrêt. Alors j'ai eu particulièrement beaucoup de peine sur l'épisode de l'université, brûler le savoir, sur quelque chose qui a vraiment longtemps été la vitrine du Sénégal, hein, cette grande université internationalement, mondialement connue, hein, qui a formé des générations de médecins, etc. africains. Beaucoup de peine, mais pour être honnête avec toi, Adama, pas complètement surpris, hein, parce que effectivement je vis un peu en immersion au Sénégal. Ça montre quelque part la place du savoir dans ce pays et en Afrique. Hein, je crois que il y a quelque chose qu'il faut pointer, hein, à la lumière de ces tristes événements, c'est cette chute des valeurs, justement. Voilà, est-ce à dire que dans cette Afrique pré-émergente, les valeurs, le savoir, les connaissances n'ont plus droit de citer? En tout cas, ceux auxquels on a assisté là et dans d'autres pays, c'est un peu quelque part révélateur et j'espère que nullement prémonitoire de quelque chose qui peut demain être pire. Mais je le vois avec mon recul, hein, moi étant très engagé sur la diaspora. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là, parce qu'il faut écouter davantage les diasporas. Les diasporas ressentent cette chute de valeur. Hein. D'ailleurs, ils en sont même des victimes collatérales. Je sens qu'il y a, une chute des valeurs. Le travail est devenu une peine. Il y a une culture du don, hein, dans ces pays-là qui font que j'ai peur que ça vienne hypothéquer un peu l'avenir et la croissance de ces pays-là. On ne va pas dire le développement. Voilà, justement, pour rappel, on a vu l'université Cheikh Anta Diop en flammes, mais aussi 100 bus de la Société nationale sénégalaise, la Société de transport Sénégal d'Indic, 100 bus en feu, une tentative d'attaquer le train express régional avec une gare qui a été brûlée, une tentative même de bloquer le bus de transit rapide, c'est le BRT, le fameux bus électrique qui devront bientôt contribuer à soulager une partie des immenses embouteillages que nous connaissons à Dakar. Et cela m'inspire un titre un peu provocateur, certes, mais quand même qui n'en reste pas moins une réalité au vu de ces saccages. Et si l'Afrique refusait le développement, Samir Bouzidi? Je crois que parler de développement et de développement inclusif aujourd'hui en Afrique, franchement, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Moi, je travaille dans le cadre de mes activités sur la diaspora sur une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne. Là où je vais aujourd'hui, à des intervalles réguliers de quelques mois, je vois beaucoup plus de belles voitures, toujours plus de belles voitures, mais aussi toujours plus de quartiers pauvres et de bidonvilles. Ça, c'est la réalité.
Hein, moi, je suis loin... Vous parlez de la fracture entre les revenus, hein, entre les classes privilégiées et les classes précarisées. Mais je crois que si les événements de Dakar doivent traduire cela, hein, pour les gens les plus éveillés parmi nos gouvernants, c'est que justement, on crée de plus en plus d'exclus. Voilà. On crée de plus en plus d'exclus. Voyez, et là, dans l'épisode de Dakar, il y a tous les exclus qui sont restés chez eux, mais qui n'en pensent pas autant. Vous voyez, qui auraient pu aussi descendre, etc., etc. Je crois qu'il faut regarder les réalités en face. Il ne faut pas se voir plus beau qu'on est, malheureusement. L'Afrique est un marché, mais c'est loin d'être un continent de pays développés de façon harmonieuse, inclusive, etc., etc. On n'en est pas là, loin de là. Voilà, donc vous parlez des fractures sociales. Je pense que c'est l'un des enjeux des modèles économiques africains. Une croissance qui est forte, mais qui ne crée pas suffisamment d'emplois, qui ne crée pas suffisamment aussi de revenus. Des États qui sont engagés dans le développement, mais qui n'arrivent pas à convertir l'immense potentiel humain en richesse. On parle de transition démographique, etc. C'était à la mode de toutes ces dernières années. Mais finalement, au bout du compte, Samir, on a quand même l'impression que l'Afrique subsaharienne, malheureusement, peine à décoller. L'Afrique, je ferai distinguer entre l'Afrique subsaharienne francophone et anglophone. Effectivement, sur l'Afrique francophone, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'on vit mieux. Il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Et les deux grosses crises qu'on vient de traverser, hein, encore une fois, sans être un économiste, hein, les deux grandes crises qu'on a traversées, donc le Covid plus l'Ukraine, etc., ont montré à la loupe, justement, ces défaillances structurantes dans les stratégies, dans les politiques publiques, etc., etc. Il va falloir y remédier. C'est pas une recette de cuisine non plus, mais il va falloir s'atteler. Hein. Moi, j'ai pour coutume de dire que la mère des crises, c'est les valeurs. Vous savez, les valeurs engendrent la confiance, et quand il n'y a pas de confiance dans une économie, surtout dans nos économies qui sont très commerçantes en Afrique, hein, eh bien, il y a moins de flux, moins d'affaires, moins de, etc., etc. Donc ça, il faut le voir. Et encore une fois, ceux qui le voient et qui sont un peu quelque part des vigies de tout cela, ce sont les diasporas africaines. Vous savez, les diasporas africaines, ça pèse démographiquement 15% du continent. Dans ces 15%, vous avez entre 10 et 20% qui ont les moyens d'investir dans ces pays et qui ont les moyens d'investir dans des TPE, dans des PME. Ils ne sont pas en train de le faire aujourd'hui massivement. Et quand on leur pose la question, vous savez, moi ça fait 15 ans que je travaille sur les diasporas africaines. Quand on leur pose la question, implicitement ou explicitement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je n'ai pas de confiance. C'est autre chose ici, je ne connais pas les opportunités, mais c'est je n'ai pas de confiance. Confiance dans qui, dans quoi? Dans les individus, dans les institutions, etc., etc. Vous voyez, c'est souvent ce qui revient. Après, effectivement, c'est décliné différemment, c'est décliné opérationnellement, les administrations, etc., etc., etc. Et ça, il faut le remédier aujourd'hui. Si on a des enfants, nos propres enfants qui sont pour certains surdoués et fortunés, eux-mêmes ne sont pas en train aujourd'hui de rentrer au pays pour investir massivement dans des PME et des TPE. Voilà. Donc moi, ce que je leur dis, vraiment en toute humilité, hein, moi je suis, encore une fois, je me défends d'être un économiste, hein, je suis simplement quelqu'un qui voyage beaucoup et qui vraiment est engagé sur ces questions-là depuis une dizaine d'années. Je leur dis qu'effectivement, l'Afrique est un marché où il y a beaucoup d'opportunités, mais mon sentiment, c'est aujourd'hui que ce marché est plutôt ouvert aux grands comptes, des grands groupes, parce que les droits d'entrée dans nos pays, ils sont de plus en plus importants. Quand je dis droit d'entrée, c'est formel et informel, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont très importants, donc de plus en plus importants, vis-à-vis, je dirais que seuls les grands groupes peuvent aujourd'hui se permettre. Ça, c'est, je dirais, le premier axe d'opportunité, hein, pour les grands groupes. Sinon, c'est le marché complètement informel. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je vois malheureusement le marché en termes d'opportunités. C'est du grand groupe, français, asiatique, turc, marocain, ce que vous voulez, et un angle qui est informel. Au milieu, il y a de la TPE,
Il y a de la PME, hein, c'est ça qui fait, qui crée de la valeur, etc. Il y a de la start-up, il y a de la start-up, etc. Et malheureusement, je ne suis pas spécialement optimiste. C'est extrêmement compliqué pour vraiment cette typologie d'acteurs. D'accord. Alors Samir, les chiffres sont là. 100 milliards de dollars, c'est le transfert des diasporas africaines l'année dernière, en 2022. Or, dans ces 100 milliards, j'imagine que beaucoup va plus à la consommation qu'à la création d'entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, les RIPAT, la diaspora est prête à rentrer en Afrique qui connaît des challenges, qui connaît des soubresauts démocratiques, qui connaît ses succès et ses échecs? Vous avez évoqué une certaine crise de confiance. Mais est-ce qu'au-delà de toutes ces problématiques qui sont réelles, la diaspora est encore prête à rentrer et à participer à l'effort du développement? La diaspora est toujours émotionnellement ancrée dans leur pays d'origine et leur communauté d'origine. Donc là, c'est quand même quelque chose sur lequel on doit pouvoir capitaliser. Nos pays doivent pouvoir capitaliser. Donc vous avez des enfants, nos propres enfants qui sont à l'étranger et qui sont quotidiennement connectés aux informations, etc., de leur pays d'origine, leur famille, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Maintenant, pour être franc, sincère avec vous, puisque vous m'avez invité et que vous savez comment je fonctionne, il n'y a pas de confiance. Aujourd'hui, très peu le phénomène des repas. D'ailleurs, j'étais invité il y a 15 jours aux assises de la transformation digitale en tant que speaker pour parler justement de ce phénomène des repas. Ça ne pèse pas énormément en termes vraiment macroéconomiques, etc. On est en train de parler de quelques centaines de personnes par pays, au grand maximum, rapportées à des diasporas qui sont composées de plusieurs millions de personnes. C'est pas énorme. On en parle aujourd'hui beaucoup des repas. Pourquoi? Parce que les médias se sont saisis de la question. Il y a de nouveaux profils de repas. Les anciens repas, il faut quand même se rappeler que le repas, c'est pas une invention. Il y a 20-25 ans, beaucoup d'étudiants revenaient de Paris, etc., pour occuper les fonctions dans la finance, dans les telcos, opérateurs télécoms, excusez-moi, la haute fonction publique, etc. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a plus de deuxième, troisième génération qui reviennent. Les gens entreprennent maintenant. Il y a des repas qui viennent et il y a de plus en plus de femmes. Voyez. Donc, mais c'est honnêtement pas assez structurant, surtout qu'on est quand même sur des soldes de mobilisation de compétences qui sont très déficitaires. Aujourd'hui, selon les pays africains, vous avez 10 départs pour une arrivée en termes de compétences. Donc ça pour dire que il y a des postulats émotionnels qui sont intéressants, mais pour être honnête avec vous, je ne suis pas convaincu aujourd'hui que les pays africains, notamment beaucoup de gouvernants, sincèrement sont vraiment sur une logique de mobiliser l'investissement de la diaspora. Ça va peut-être vous surprendre. Je suis pas loin de penser le contraire. Aujourd'hui, le pacte implicite dans beaucoup de pays africains avec la diaspora, c'est fais ton transfert d'argent depuis l'étranger, mais reste là où tu es. Voyez, c'est ce que je vois sur le terrain. C'est ce que je vois sur le terrain. C'est qu'on fait un peu de com de temps en temps, vous voyez, pour dire qu'il faut ménager les intérêts politiques partisans de certains, mais dans la réalité, il y a très peu d'actions qui vont dans le sens d'une intégration humaine et économique de la diaspora. Parce que ce fameux diaspora qui va aller chercher les compétences de la diaspora, l'investissement de la diaspora, il ne faut pas rêver. Il se fera, la condition numéro 1, c'est qu'on décide d'intégrer humainement la diaspora dans leur pays. Je pense que cette décision doit s'intégrer dans les politiques de développement parce que, encore une fois, quand on se pose cette question, et si l'Afrique refusait le développement, ça nous replonge quand même dans l'obligation d'une autocritique des politiques de développement actuelles. Est-ce qu'on pense suffisamment à la PME, portée par la diaspora ou non? Est-ce qu'il y a des moyens d'accompagnement de la PME? Est-ce qu'il y a des politiques fiscales favorables aux PME africaines? Est-ce que le local content qui figure maintenant dans la plupart des codes miniers et pétroliers est appliqué? Est-ce qu'il y a finalement de l'avenir pour, pas seulement la diaspora, mais pour l'entrepreneuriat endogène en Afrique?
Oui, c'est tout le bon sens, hein, et c'est le pragmatisme est là aujourd'hui. De toute façon, beaucoup de nos gouvernants en Afrique n'auront pas le choix. Hein. Il y a un péril jeune, si je puis dire. Il y a un péril jeune aujourd'hui qui pousse. Hein. On l'a vu à Dakar, mais c'est une menace qui prévaut dans beaucoup de pays. Et il va falloir effectivement, non pas complètement aujourd'hui simplement décider, il va falloir mettre en œuvre des réformes, et plus que des réformes, c'est aménager complètement des écosystèmes. Vous voyez, on n'est plus sur du dispositif. On est sur de l'aménagement d'écosystèmes. Pourquoi les pays d'Afrique anglophone aujourd'hui réussissent plutôt moins mal sur la mobilisation de l'investissement de leur diaspora? C'est qu'ils sont sur des écosystèmes qui sont beaucoup plus transnationaux, beaucoup plus libérés. Aujourd'hui, dans un pays comme le Nigeria, vous êtes une compétence de la diaspora nigériane aux US dans la banque, vous pouvez même monter une banque au Nigeria. Vous voyez ? Ce qui est beaucoup plus compliqué dans un pays comme le Sénégal, où il y a effectivement beaucoup de terrains gardés, etc. J'espère qu'effectivement nos gouvernants vont suivre. Vous savez, moi je vois ces espèces de, comme diraient les médecins, ces espèces de calcul bénéfice-risque. Vous voyez, il y a encore beaucoup de nos politiques qui se disent est-ce que je vais peut-être fournir un peu plus de développement à un moment donné en intégrant un peu plus la diaspora, mais je vais quand même à cause de ça monter le risque politique. Vous voyez, parce que les diasporas, surtout celles qui ont les moyens d'investir, elles vivent dans des démocraties. Elles ne sont pas non plus parfaites, mais elles vivent dans des démocraties. Ils ont d'autres standards en termes de droits de l'homme, etc., etc. Et quand vous décidez d'intégrer des milliers de personnes qui ont de l'argent, qui sont entrepreneurs, etc., vous pouvez un peu, quelque part, c'est perçu comme ça, fabriquer un peu vos futurs opposants. Je le constate, je ne vais pas citer de pays, mais je pense que nos auditeurs les reconnaîtront. Je vois aujourd'hui 5-6 pays qui sont clairement dans ce schéma-là. Voilà, donc de la diaspora comme potentiel perturbateur. Une menace politique. Oui, menace politique, tout à fait. Oui. Effectivement. En tout cas, c'est très intéressant. Samir Bouzidi, je rappelle que vous êtes de passage à Financial Afrique. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'Afrique anglophone qui réussirait beaucoup mieux, en tout cas plus que l'Afrique francophone. Mais quand on regarde le cas du Ghana, un pays qui vient de tomber en défaut de paiement, quand on voit même le Nigeria que vous venez de citer, un pays quand même qui a beaucoup de challenges en termes de sécurité, en termes de développement, avec des pénuries immenses. Quand on voit certains petits pays comme le Libéria et la Sierra Leone, on n'a pas quand même l'impression que ces pays se porteraient mieux que le Bénin, mieux que la Côte d'Ivoire surtout, ou bien mieux même que le Sénégal. On a vu des images de ces manifestations, mais au-delà, le Sénégal reste quand même sur une trajectoire de développement appréciable depuis, je dirais, 10 ans. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai dit que les pays anglophones réussissaient moins mal que les pays d'Afrique francophone. Ensuite, que peuvent faire les transferts de la diaspora face à des mauvais choix politiques, des enjeux qui sont inconsumérables dans ces pays-là, effectivement. Ce que je vois par contre, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'investissements de création d'entreprises dans certains États fédérés du Nigeria. Le Kenya, la plupart des grosses startups valorisées des millions de dollars sont créées par la diaspora au Kenya, etc. Encore une fois, la diaspora n'est pas la panacée. La diaspora, aujourd'hui, dans sa fonction première, sert un peu de sécurité sociale. C'est un peu la sécurité sociale, entre guillemets, qui n'existe pas dans ces pays-là. Donc on est de la famille, on est des familles à survivre. On développe quelques projets structurants, notamment dans les pays anglophones, mais ça ne suffira jamais. Et pourtant, vous savez, les transferts de la diaspora africaine en Afrique, ça oscille entre 2-3% et 35% du PIB. C'est quand même rien. C'est quand même pas rien. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Surtout que vous avez parlé tout à l'heure du chiffre de 100 milliards, qui est très sous-estimé, parce que là on parle toujours du formel. Et vous savez mieux que moi que l'informel dans nos pays, c'est il faut multiplier. Alors pour finir, Samir Bouzidi, puisqu'on a parlé du développement, on a parlé de ce qui s'est passé récemment à Dakar, on a parlé de l'anglophonie, de la francophonie. Pour finir, si vous devez conseiller les États africains
à mobiliser le diaspora au service du développement, qu'est-ce que vous leur diriez? Il faut déjà aimer la diaspora. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours dans mes interventions publiques, il faut aimer la diaspora. Et quand je dis aimer la diaspora, ce n'est pas uniquement son argent. Vous voyez, on le ressent. Il y a des pays qui envoient des preuves, des signaux vis-à-vis de la diaspora sur des aspects qui sont non monétaires. Vous voyez, c'est de la reconnaissance, c'est beaucoup de choses, etc., etc. Et c'est pas uniquement la diaspora d'élite. Hein. Vous voyez, une diaspora africaine, c'est 70%, 80% d'ouvriers employés. Là, encore une fois. Hein. Donc, il faut adresser des signaux à cette diaspora. Je dirais que c'est le premier conseil. Ensuite, il faut apprendre à mieux la connaître, à la profiler, comme on dit dans nos métiers, parce que vous savez, on ne sait pas grand-chose sur la diaspora africaine, ce n'est pas le sujet du jour, mais nous, notre métier, c'est justement d'apporter un peu de science. Vous voyez, là-dedans, hein, une diaspora, c'est 6 segments différents, par exemple. Hein, chaque diaspora nationale est structurée sous forme de 6 segments. Dans ces segments renvoient des liens différenciés avec le pays d'origine et des potentiels, etc. Donc, il faut apprendre à la connaître. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent de tirer un certain nombre de data, d'analyses, hein, qui sont quand même hyper stratégiques, et puis de connecter la diaspora. Il faut comprendre un peu tout cela. Il faut ensuite, bien sûr, la confiance. Hein, ça, c'est à la fois fragile, subjectif, etc., etc. Et il faut surtout mettre en place ce que j'appelle des produits. Vous savez, aujourd'hui, conceptuellement, les pays qui réussissent avec leur diaspora, c'est ceux qui aiment leur diaspora, mais c'est ceux qui considèrent leur diaspora comme non captive. C'est ceux qui vont considérer leur diaspora comme un client. Et ils ont raison. Vous savez, quelqu'un qui gagne très bien sa vie à Paris, la France fait tout pour le retenir aujourd'hui, hein, c'est pareil pour l'Allemagne, le cas, hein, et donc il faut pouvoir l'arracher, il faut pouvoir, vous voyez, lui dire, écoute, bah, viens faire quelque chose dans ton pays d'origine, ton continent d'origine, et c'est valorisant, lucratif pour toi également. Donc il faut des produits. Alors il faut un produit, par exemple, entre guillemets, un produit pour un client, il faut un produit investissement, par exemple, avec des incentives étudiés, il faut un produit épargne, il faut un produit tourisme. Vous voyez, donc c'est des produits qu'il faut mettre en place pour une diaspora, pour différents segments précis de la diaspora, et puis surtout, c'est faut du temps. Encore une fois, un engagement de diaspora, c'est pas, ça se décrète pas, hein, ça se décrète pas, c'est très fragile, c'est très fragile. Vous voyez, par exemple, là où on est aujourd'hui, la décision de fermeture des consulats sénégalais suite aux événements a été perçue très négativement par la diaspora. On est quand même à 16-18 jours du Tabaski, hein, de l'Aïd el-Kébir, la grande fête, où beaucoup de nos frères sénégalais à l'étranger se ruaient dans les consulats pour préparer le retour, etc. C'est la porte fermée. Tout ça parce qu'il y a eu quelques dizaines qui ont fait des choses qui sont impardonnables. Vous voyez, donc c'est très fragile le processus de confiance avec une diaspora. On peut faire 3 pas en avant, mais on peut faire 10 pas en arrière. Voilà. J'avais dit pour finir, mais je vais vous demander si vous deviez citer quelques éminents membres de la diaspora africaine à Paris. Bien sûr, vous acceptez. Non, moi je me considère comme voilà, alors citez-nous quelques éminents. Moi, honnêtement, je ne vais pas donner de nom. Moi, je trouve que cette diaspora, on a tendance à la voir sous l'angle des élites. Des réussites. Alors que détrompez-vous, ceux qui font les transferts d'argent pour aider leur famille, c'est plutôt ceux qui travaillent dans le métro, par exemple les ouvriers maliens, les commerçants, etc., etc. Donc moi, je dirais tous les anonymes. Vous voyez, toutes les diasporas anonymes, on les met pas assez en lumière. On ne les met pas en lumière, donc je dirais tous les anonymes de la diaspora. Tous les anonymes. Et tous les anonymes, la majorité des anonymes. La majorité des intellectuels. Exactement, bien sûr. On a, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une diaspora, c'est vraiment un échantillon, hein, un échantillon représentatif d'une société. Donc vous avez du sans-papier, du mineur sans-papier, jusqu'à la success story, la tête de banque, à la tête de grosse entreprise, etc., etc., par exemple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les diasporas qui s'engagent pour leur pays d'origine, qui s'engagent réellement. C'est ceux-là qui m'intéressent. Qui transfèrent de l'argent. Pas uniquement. Aujourd'hui, une diaspora, on est sur de l'investir et du s'investir. Vous voyez, c'est cela que j'aime beaucoup, moi, personnellement, parce qu'à l'échelle d'une diaspora,
vous avez des gens qui vivent dans leur pays d'accueil, mais honnêtement, qui, à part regarder un peu les news, n'ont plus grand-chose. Ça, encore une fois, c'est des choses qui vont se travailler. C'est le propre des stratégies publiques de mobilisation de diaspora. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui s'engagent, c'est-à-dire que ceux qui font du transfert d'argent, qui aident la famille, ceux qui investissent, ceux qui font du soft power. Il y a énormément de gens qui font, malheureusement, qu'on ne médiatise pas assez. Moi, je trouve qu'on médiatise toujours les mêmes, mais que ce n'est pas souvent ceux qu'on médiatise le plus qui en font le plus. Dans la réalité. En tout cas, c'est ce que je vois moi en tant que comme de terrain. Ensuite, je ne sais pas si tu peux me permettre, je voudrais aussi rebondir sur le programme justement Invest in Diaspora. Oui, tout à fait. Donc c'est l'occasion. Donc grâce au soutien de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, avec qui on a co-organisé un gros colloque auquel tu étais présent d'ailleurs, Adama, je te remercie, fin avril à Paris. Donc on lance un gros programme structurant qui s'appelle Invest in Diaspora, qui va consister pendant 2 ans, donc là on a démarré sur Douala, Bamako et Rabat, à aller former, coacher des maires à mieux se connecter à leur diaspora. Donc le thème et l'objectif principal de ce programme Invest in Diaspora, ça va être justement de connecter les opportunités au niveau local. On a choisi 100 villes à fort potentiel sur la diaspora, notamment selon le volume de la diaspora locale. Et donc, ça va être un programme de coaching, sans PowerPoint, je tiens à rassurer. On est vraiment sur des campagnes réelles, via le digital, de faire arriver les opportunités au niveau local. Et donc ça, voilà. Donc, et l'objectif, c'est de pousser la diaspora à investir. L'objectif, il est vraiment vis-à-vis de cette diaspora, parce qu'un des maillons faibles, vous avez bien compris, Adama, que j'ai beaucoup focusé sur le manque de confiance, mais il y a un autre gros maillon faible, il y en a d'autres, mais il y a ces 2 principaux-là, c'est le manque de connaissance des opportunités. Ça, c'est vraiment le maillon faible en matière d'engagement de la diaspora. C'est que même ceux qui veulent faire ne savent pas vraiment ce qu'on peut y faire dans nos pays d'origine et dans nos territoires d'origine. Et donc, justement, nous, on travaille là-dessus. On va travailler sur la remontée d'informations ciblées via le digital. Donc ça, c'est très très important cet aspect-là. Et donc là, c'est un programme qui dure sur 2 ans. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur une chaîne d'engagement d'une diaspora, vous voyez, il y a 6 maillons, c'est pas l'objet du jour, mais il y a 6 maillons. Il y a le maillon effectivement de la confiance qui est essentiel, c'est le premier, maillon fort ou maillon faible. Aujourd'hui, vous avez compris, c'est plutôt un maillon faible. Et il y a le deuxième maillon qui est la connaissance, le décryptage des opportunités dans les pays d'origine. Et ça s'explique par différentes manières, mais une des causes, justement, c'est que en Afrique, malheureusement, on n'a pas beaucoup de médias économiques qui peuvent, justement, alimenter ces réflexions de projets, cette maturation de projets à distance. Voyez, et ça, c'est un vrai problème. Vous voyez, quand vous êtes en France et que vous voulez, n'importe quoi, acheter dans l'immobilier, vous vous connectez sur Google, alors là, vous avez tout de suite les dernières news, les derniers prix, etc. etc. C'est très compliqué vis-à-vis d'une diaspora qui n'est pas elle-même à la base souvent chef d'entreprise dans le pays d'accueil, de maturer un projet à distance. Si on n'a pas les inputs, voyez, alors que font nos diasporas? Par défaut, on a la famille, qui reste une source subjective, pas du tout fiable. Subjective et pas du tout fiable. Et d'ailleurs, vraiment, ce qu'on appelle dans notre jargon des marketeurs, les néo-nationaux, donc les profils 4 sup de la diaspora, ne font pas trop confiance. Oui, voyez, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Voilà. Il n'y a pas un écosystème. Mis à part Financial Afrique. Merci pour la publicité. Mais au-delà de l'information même, je pense qu'il faudrait un écosystème d'accompagnement. Bien entendu. Ensuite, par le pays, par la mairie, par d'autres organismes pour permettre. C'est pour ça que d'où justement le programme Invest in Diaspora, qui va consister justement à faire monter les collectivités locales via les mairies comme des acteurs, tiers de confiance, facilitateurs, etc., dans cette chaîne d'engagement. Donc ça, c'est très, très, très important. En matière d'écosystème, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus sur des problèmes de dispositifs, on est sur des problèmes de refonte des écosystèmes. À mon avis, il faut s'inspirer de ce qu'on fait dans les startups, oui. Même si je regrette qu'aujourd'hui, quand on parle que d'investissement, on ne met en avant que les startups. Oui. Avec tout le respect que j'ai pour ces entrepreneurs des startups,
start-up, les enjeux les dépassent. Aujourd'hui, il faut nourrir des populations, il faut les soigner. On en est là aujourd'hui et il faut surtout créer des emplois par milliers. Donc ça, c'est effectivement beaucoup plus l'industrie, beaucoup plus etc. Donc ça, effectivement, s'inspirer de l'écosystème startup, ça me paraît intéressant. Moi, je rêverais, par exemple, qu'on mette en place des incubateurs dans l'agroalimentaire, par exemple. Vous voyez, ça tombe bien, parce que toutes mes études montrent que c'est vraiment le secteur chéri des diasporas. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Bon, vous avez l'immobilier qui est un investissement non productif par défaut, voyez, mais dans les secteurs productifs, on vient de mener sur 2 ans 10 études sur 10 diasporas différentes, c'est l'agroalimentaire numéro 1. Et très nettement détaché. Ensuite, vous avez les nouvelles technologies, etc. C'est vrai. Mais vous avez l'agroalimentaire. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, inspiré de l'écosystème start-up. Et c'est parce qu'il me semble, encore une fois, que nos gouvernants devraient se fixer comme première priorité. Ça fait quand même 60 ans que nos pays sont indépendants, au moins la souveraineté alimentaire. Je pense en tout cas c'est parmi les objectifs, c'est l'autosuffisance, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, avec ce que cela voudrait dire pour ces pays et pour l'économie d'une manière générale. Donc je leur donne une insight et je mets à ma disposition gratuitement les datas que j'ai sur ces études. Les diasporas sont là-dessus des potentiels investisseurs et ils viendront vraiment si les dispositifs sont bien étudiés. Voilà. Samir Bouzidi, merci beaucoup pour être venu ici même à Dakar nous rendre visite à Financial Afrique. Donc merci pour ta présence et on te souhaite bon retour à Paris. Et on attend de la diaspora africaine d'une manière générale un engagement encore beaucoup plus grand, même si elle fait déjà beaucoup en termes de transfert, en termes d'investissement, en termes aussi de promotion de leurs pays respectifs. On aimerait une diaspora beaucoup plus panafricaniste que nationale, beaucoup plus circulaire et beaucoup plus vraiment africaine. En tant que Financial Afrique, c'est un peu notre credo, le panafricanisme. Et on espère que cette crise de confiance va se résorber très vite. Merci, et moi je l'espère également. En tout cas, on y travaille. On y travaille. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.